Je suis en train d'écrire en novembre 2010, et la chambre sent déjà les médicaments. La fenêtre s'embue sous mon souffle, comme si la vie, doucement, essayait de m'effacer du verre. Pourtant, je tiens encore le stylo, parce que le silence m'a tenue prisonnière trop longtemps. Je m'appelle Nadia. Je suis née en Biélorussie, là où la forêt est souvent plus proche que la ville, et où l'on apprend enfant les signes simples. Si la neige tombe trop tôt, on aura faim. Si le marais déborde au printemps, les routes disparaissent. Et si des bottes étrangères entrent au village, ce sont les gens qui s'éteignent. J'avais 22 ans quand je suis tombée enceinte. La guerre partout, et en moi une vie chaude, têtue, qui insistait, comme si l'enfant discutait avec la mort. J'étais fiancée à Étienne. Nous n'étions pas riches, mais nous étions droits. Et je croyais encore à des choses naïves, qu'une maison protège, qu'un nom sur un papier n'est qu'un détail, qu'un voisin qui sourit ne peut pas devenir la cause de ton malheur. Cette nuit-là, je ne me suis pas réveillée à cause d'un cri, mais à cause d'un vide, un silence trop propre, trop total, celui qui précède les catastrophes. Le chien n'aboyait pas, le vent ne bougeait pas les volets. Même l'enfant en moi s'était figé, comme s'il écoutait. Puis j'ai entendu des pas sur le perron, des ordres courts dans une langue étrangère, et un choc sec contre la porte. Je n'ai pas eu le temps de m'asseoir. Des hommes en uniforme sont entrés, et la lumière d'une lampe m'a frappé au visage, comme si l'on m'avait jeté sur une scène sans permission. Ils ne criaient pas, ils travaillaient. L'un tenait un document, l'autre une arme. Un troisième a regardé mon ventre avec l'expression qu'on réserve à un sac de farine. On calcule, on mesure, on posséderait presque. Étienne a fait un pas vers moi. On l'a repoussé si vite qu'il est tombé. Je n'ai pas retenu sa douleur, j'ai retenu le bruit de l'humiliation. Un homme qui chute parce qu'on lui interdit d'être fort. On m'a tiré du lit, on ne m'a pas laissé m'habiller correctement. Dehors, un camion attendait. Dans la caisse sombre, des femmes étaient déjà serrées, muettes, collées les unes aux autres. Je gardais mes paumes sur mon ventre, comme si mes mains pouvaient retenir la vie. Nous avons roulé longtemps, chaque secousse me traversant d'une peur froide, perdre la liberté et perdre ce petit cœur obstiné. Quand on nous a fait descendre, j'ai vu la clôture, les miradors, les baraques de bois. On nous a comptés comme du bétail, puis séparés. Les femmes enceintes d'un côté. Ce sera mieux, a-t-on dit, et dans ce lieu, ce mot sonnait comme une plaisanterie. Dans le baraquement glacé, je l'ai vu, Klaus Richter. Il parlait bas, clairement, et il comprenait nos mots. Il marchait lentement entre nous, effleurant les ventres du bout des doigts, comme un marchand qui choisit. Il s'est arrêté devant moi, et j'ai senti une satisfaction brève passer sur son visage. Il a murmuré un ordre, et l'on m'a tiré hors du rang. On m'a conduite loin des autres, dans une petite pièce trop propre pour un camp, avec une table, une couchette et même un rideau à la fenêtre. Cette fausse douceur m'a presque trompé une seconde. Le cerveau s'accroche à la moindre illusion comme à une planche au milieu d'un fleuve. Je me suis assise au bord du lit, les mains toujours posées sur mon ventre, et j'ai attendu. Dans ce genre d'endroit, attendre n'est pas une pause, c'est une punition qui se prépare. De l'autre côté de la porte, j'entendais des pas, des clés, des phrases coupées nettes. Chaque bruit semblait mesurer mon avenir. Il est entré plus tard, sans hâte, comme quelqu'un qui rentre chez lui. Il a refermé la porte derrière lui, a retiré ses gants avec une précision presque élégante, et cette précision m'a glacé plus que la violence, parce qu'elle disait « tout est décidé ». Il s'est présenté, Klaus Richter. Il parlait un russe impeccable, abîmé seulement par un accent qui rendait chaque mot tranchant. Il a demandé mon nom, mon âge, le terme de ma grossesse, puis il a posé la question qui avait l'air anodine et qui était un piège. Qui est le père ? Quand je n'ai pas répondu, il a souri, comme si mon silence lui appartenait déjà. Il m'a expliqué, d'une voix calme, que mon enfant naîtrait sous son contrôle et que je devais comprendre la chance que cela représentait.
la chance. Ce mot m'a fait mal, parce que j'ai compris qu'ici, les mots sont retournés comme des gants. On appelle protection ce qui est une cage et soin ce qui est une prise. Je ne décrirai pas avec des images brutales ce qu'il a fait cette nuit-là, pas pour adoucir la vérité, mais parce que je veux que vous arriviez au bout et que vous voyiez le chemin, pas seulement la saleté. Disons-le simplement, après cette nuit, je ne m'appartenais plus. J'ai commencé à vivre en 2 couches. Une partie de moi quittait la pièce, fixait le plafond, comptait les fissures, s'inventait une forêt, une maison, un poêle. L'autre restait là, plus dure, plus froide, et gardait une main sur mon ventre pour écouter l'enfant qui bougeait, obstiné, comme un petit combattant qui refusait de comprendre où il était tombé. Le jour, on me faisait travailler par à-coups, porter de l'eau, trier des affaires prises à d'autres, nettoyer sans jamais vraiment rendre propre. Je voyais des femmes au regard vide, des jeunes filles qui semblaient déjà vieilles. La nuit, quand des pas s'arrêtaient dans le couloir, mon cœur se mettait à battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait fuir avant moi. Richter revenait, parfois seul, parce qu'il disait que j'étais sa responsabilité. Il apportait un morceau de pain et ajoutait « pour l'enfant ». Il donnait une tasse d'eau tiède et soufflait « je ne suis pas un monstre ». Et c'est là que je comprenais le plus dangereux, le mal qui sait imiter l'humain. Dans le baraquement, les jours ont commencé à couler sans calendrier. Je mesurais le temps à 2 choses, la position de l'enfant dans mon ventre et la vitesse avec laquelle j'apprenais à me cacher à l'intérieur de moi-même. C'est là que j'ai connu tante Zoué. Personne ne savait son vrai nom. C'était une femme aux cheveux déjà gris, aux mains qui sentaient le savon et l'iode. On la faisait travailler à l'infirmerie du camp. Elle se déplaçait entre les baraques comme une ombre discrète, mais dans ses yeux restait une clarté rare. Une fois par semaine, elle venait m'examiner avec un tube improvisé, posait son oreille contre mon ventre et hochait la tête. Elle parlait peu parce que les murs avaient des oreilles. Un soir, après le départ de Richter, elle s'est penchée très près de moi et a murmuré « Ne te brise pas en public, d'abord vis, tu parleras plus tard ». Ces mots n'étaient pas une consolation, c'était une instruction. À partir de ce moment, je me suis accroché à cette idée. Survivre n'était pas une honte, c'était une arme silencieuse. Pourtant, Richter parlait de plus en plus de l'enfant comme s'il lui appartenait. Il promettait qu'il serait en sécurité, qu'il s'en occuperait. Chaque promesse ressemblait à une main qui essayait de me voler jusqu'à la maternité. Fin mai 1944, le camp a changé de rythme. Plus de cris, plus de courses, désordre nerveux. Même sans comprendre la stratégie militaire, je reconnaissais un signe simple. Quand la peur entre chez les puissants, elle devient dangereuse pour les faibles. C'est cette nuit-là que la douleur a commencé. D'abord sourde, puis régulière. J'ai compris que l'enfant arrivait. J'essayais de respirer sans bruit, comme si l'on pouvait cacher une naissance. Mon corps refusait de coopérer avec le silence. La porte a grincé. Tante Zoué était là, comme si elle attendait ce moment. Elle a regardé mon visage et a dit tout bas « Ça commence, écoute-moi, tiens-toi à ton enfant, c'est ton ancre ». On m'a transporté dans ce qu'ils appelaient le poste médical. Une pièce nue avec une table métallique, un bassin d'eau et quelques instruments posés comme des menaces silencieuses. La fenêtre était couverte d'un tissu sale qui laissait passer une lumière grise. Les contractions arrivaient en vagues serrées. Tante Zoé me tenait la main et me parlait à voix basse, me guidant comme si la respiration pouvait devenir une corde à laquelle s'accrocher. Puis la porte s'est ouverte. Richter est entré. Son visage exprimait une irritation froide, celle d'un homme qui déteste être rappelé à la réalité du corps. Il a exigé que tout soit rapide et propre, comme si une naissance était une procédure militaire. La douleur a fini par effacer le reste du monde. Je ne voyais plus que le visage de tante Zoé et j'entendais sa voix. « Regarde devant toi, pense à lui. » J'ai obéi, parce que dans cet endroit, l'obéissance était parfois la seule monnaie pour acheter quelques secondes de vie. Et soudain, un cri fin, furieux, vivant a déchiré l'air. Mon fils. On l'a posé sur ma poitrine, chaud, tremblant.
incroyablement réel. Je n'ai pas vu son visage tout de suite, j'ai senti seulement ce retour brutal d'une partie de moi qu'on m'avait arrachée. Richter s'est approché, son expression s'est adoucie d'une façon presque plus effrayante que sa dureté. Il a touché la joue du bébé avec une délicatesse qu'il ne m'avait jamais accordée et a demandé son nom. J'ai répondu sans hésiter, Olivier. J'ai prononcé ce nom comme une signature que personne ne pourrait effacer. Les jours suivants, on m'a laissé dans la même petite chambre. La porte restait verrouillée, mais on m'apportait de l'eau et du pain. Richter venait regarder l'enfant, parlait de protection, de soins. Chaque mot ressemblait à une chaîne dorée. J'apprenais à nourrir mon fils en silence, à calmer ses pleurs avant qu'il ne franchisse les murs, parce qu'ici, la douleur d'un seul pouvait devenir la punition de tous. Le 3e soir après la naissance, tante Zoé est revenue plus vite que d'habitude. Elle a refermé la porte derrière elle, et pour la première fois je l'ai vue trembler. Pas de peur pour elle, mais d'une urgence lucide. Ils sont nerveux, Nadia. Quand ils reculent, ils ne laissent pas de témoins. Elle a glissé sa main dans sa poche et en a sorti une petite clé, froide, rouillée, qui a tinté dans son souffle. Derrière cette pièce, il y a une porte de service, et à l'est de la clôture, la barbelée est relâchée, juste assez. Cette nuit, vers minuit, Richter sera appelé. Tu auras moins d'1 heure. Je voulais demander pourquoi il risquait sa vie pour moi. Le mot est resté coincé parce que sa réponse était déjà là, dans ses yeux. Pas de héroïsme, seulement une fatigue profonde de voir le mal compter sur notre silence. Elle a serré mes doigts autour de la clé. Ne leur donne pas ton fils. Puis elle est repartie comme une ombre, me laissant seul avec ce morceau de métal qui pesait plus qu'un fusil. J'ai attendu la nuit en écoutant mon bébé respirer contre ma poitrine. Chaque bruit du couloir me paraissait un piège. À minuit, j'ai noué Olivier contre moi avec mon foulard, l'ai enveloppé de tout ce que j'avais et j'ai avancé sur la pointe des pieds vers la porte arrière. Quand la clé a tourné, le déclic a résonné dans ma tête comme un coup de feu, mais personne n'a crié. L'air dehors sentait l'herbe humide et la liberté, si fort que mes yeux ont brûlé. Je me suis glissé le long des arbres jusqu'à la clôture. Le passage était là, étroit, traître. La barbelée a griffé mes mains, accroché mon vêtement, comme si le camp tentait de me retenir une dernière fois. Je n'ai pas arrêté. De l'autre côté, la forêt a avalé mon corps et mes pensées. J'ai couru sans courir, trébuchant sur les racines, étouffant mon souffle pour ne pas alerter la nuit. Olivier est resté d'abord incroyablement silencieux, comme s'il comprenait que la tétée, cette fois, c'était la discrétion. Puis il a gémi. J'ai pressé ma paume sur sa petite tête, non pour le faire taire, mais pour le calmer, en lui murmurant que je suis là, que je marche, que je tiens. Au loin, des lampes ont dansé entre les troncs, des chiens, des voix, et une voix surtout, que mon corps a reconnue avant mon esprit, Richter. Il appelait mon nom comme une promesse, mais chaque syllabe était une corde. Alors, j'ai tourné vers l'eau et j'ai suivi un ruisseau glacé pour casser la piste, jusqu'à ce que les aboiements deviennent un souvenir. À l'aube, je me suis caché dans un tronc creux, collé à mon fils pour lui donner ma chaleur, en priant sans mots de tenir encore une seule journée. Quand la lumière grise du matin a filtré à travers les branches, mes muscles étaient devenus du bois. J'ai quitté le tronc creux avec précaution, Olivier serré contre moi, et j'ai marché sans direction claire, guidé seulement par l'instinct de m'éloigner. Après des heures qui m'ont semblé irréelles, j'ai aperçu de la fumée au-dessus d'un toit isolé. Une petite maison posée au bord de la forêt. Je savais que frapper à cette porte pouvait me sauver ou me livrer. J'ai frappé quand même. Une femme au foulard gris m'a ouvert. Son visage portait la guerre comme une cicatrice ancienne. Elle a regardé mes vêtements déchirés, mon enfant, mes mains ensanglantées, et elle n'a posé aucune question.
Elle m'a fait entrer d'un geste bref. À l'intérieur, la chaleur du poêle m'a presque fait tomber. Elle m'a donné de l'eau chaude, a examiné Olivier avec des doigts étonnamment doux et a dit simplement « Il a froid et faim ». Ce soir-là, elle m'a avoué que des soldats étaient venus demander s'ils avaient vu une femme avec un bébé. Elle avait répondu non parce que son propre fils était dans la forêt avec les résistants et qu'elle connaissait trop bien le prix des mots. À la tombée de la nuit suivante, elle m'a conduit jusqu'à la lisière et m'a indiqué un point dans l'ombre. « Quelqu'un viendra. Suis-le. » Le guide est arrivé sans bruit, mince, les mains sentant la résine et le tabac. Il n'a presque pas parlé. Nous avons marché par des sentiers invisibles, nous cachant le jour sous des branches, traversant les routes quand elles étaient aveugles. Plusieurs fois, nous avons dû rester couchés dans la boue si longtemps que mes jambes ont cessé de m'appartenir. Mais je gardais Olivier contre moi et je répétais en silence « Chaque pas nous éloigne ». Quand enfin des silhouettes armées sont sorties des arbres sans lever leurs fusils contre nous, mon corps a compris avant ma tête. La poursuite était finie. Pas la guerre, pas la peur, mais cette chasse-là, oui. Je n'ai pas pleuré de joie, j'ai simplement cessé de trembler. Les hommes du maquis ne nous ont pas accueillis avec des embrassades, mais avec des regards rapides et prudents. Dans la forêt, chaque inconnu pouvait être une menace déguisée. On m'a conduite dans une cabane enterrée où l'on m'a donné une tasse de boisson chaude et un morceau de pain. J'ai mangé lentement, apprenant à nouveau la discipline du corps affamé. Olivier dormait contre moi, son souffle régulier devenant la seule preuve que tout cela était réel. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un équilibre fragile. Le front bougeait, les explosions lointaines faisaient vibrer la terre. J'ai découvert qu'il existe plusieurs formes de peur, celle qui paralyse, celle qui aiguise l'attention et celle qui vous attache à la réalité comme une ceinture de sécurité. Les résistants m'observaient encore, mais peu à peu, ils ont vu que je n'étais qu'une femme décidée à ne plus reculer. Une autre réfugiée m'a aidé à fabriquer des langes avec de vieux tissus, à les sécher sans laisser de fumée visible. J'ai compris alors que survivre est une chaîne de mains humaines qui se passe ce qui reste de dignité. En juillet 1944, quand il est devenu clair que la région changeait de contrôle, on nous a conduits vers une route tenue par d'autres soldats. On a demandé mon nom, mon origine, où était mon mari. Cette question m'a coupé le souffle. J'ai répondu que je ne savais pas. Sur leur papier, ils ont écrit autre chose, comme si l'ignorance était suspecte. C'est là que j'ai compris. Après l'occupation, on ne retourne pas à son ancienne vie. On entre dans un monde où la douleur doit tenir dans une ligne de registre. Je suis retourné vers mon village, avec Olivier dans les bras, porté par un besoin que je ne savais pas nommer. Je devais voir ce qu'il restait. Le voyage a duré des jours. On me transportait parfois sur une charrette, je dormais dans des granges, avançant avec d'autres silhouettes fatiguées. Quand je suis arrivé, j'ai compris avant même de reconnaître les lieux. Là où se dressaient les maisons, il n'y avait que des marques sombres. L'arbre de notre cour était un tronc brûlé. Un voisin survivant m'a dit doucement que mon fiancé avait été arrêté après mon départ et exécuté pour l'exemple. Je n'ai pas crié. Avec mon fils contre moi, j'ai senti qu'il ne me restait qu'un devoir, le faire grandir loin de cette nuit. Je suis parti pour Lyon, une ville blessée mais vivante, où l'anonymat offrait une forme de refuge. J'ai trouvé du travail dans un atelier de couture. Chaque point de fil était une manière de rattacher ma vie. Olivier a grandi calme, presque trop calme, comme s'il avait appris très tôt que le silence protège. J'ai construit autour de lui une normalité patiente. École, pain partagé, histoire choisie avec soin. Les années ont passé,
Il est devenu professeur d'histoire. J'ai souvent pensé à l'ironie. L'enfant sauvé de la guerre enseignait désormais ses cartes et ses dates sans connaître la bataille invisible que sa mère avait menée. Je me suis marié avec un homme bon qui respectait mes silences. Nous avons formé une famille faite moins de paroles que de confiance. Aujourd'hui, en écrivant ces lignes, je comprends que survivre n'était pas une trahison, c'était une victoire discrète. Mon fils, mes petits-enfants, leur rire, voilà la réponse à ceux qui voulaient laisser derrière eux seulement des cendres. J'ai porté cette histoire en moi pendant des décennies. Je la dépose maintenant sur le papier pour qu'elle ne meure pas avec moi. Parce que la mémoire n'est pas une chaîne, c'est une lumière qu'on transmet pour que d'autres sachent qu'on peut traverser la nuit et continuer à vivre.